C'était la dernière chute de neige de la saison, à Autran, dans le Vercors, les derniers plaisirs de l'hiver. C'est dans ce décor nordique que j'ai voulu rencontrer Nicolas Mingasson. Il est photographe et grand voyageur. Plus que les paysages, ce sont les habitants de l'Arctique qui ont retenu toute son attention dans ses livres et ses photographies. Elle résume la vérité de ces peuples dont le quotidien est notre extraordinaire. Nicolas, alors c'est vrai qu'il y a de la neige ici, il y a des arbres, du soleil, il fait plutôt froid. Est-ce qu'on peut trouver un petit rapport quand même avec cette région du Grand Nord de la Sibérie que tu connais bien? Oui, en fait, oui. Et c'est assez, ça peut être assez caractéristique de ce qu'on peut retrouver en hiver dans ces brigades, dans ces familles d'éleveurs de rennes qui se mettent en lisière de la taïga. Parce qu'ils ont besoin de bois pour chauffer, pour faire les traîneaux, etc. Donc on peut s'imaginer que là on aurait le campement, donc 3-4 tentes près des Tchoum, en fonction de la taille de la brigade. Derrière eux, donc vers le sud, la taïga, et puis on aurait en face de nous une immense la toundra qui part à l'infini. Et qu'est-ce qui fait qu'un Parisien né en plein centre de cette ville ait eu envie un jour comme ça de voyager aussi loin, voir des horizons aussi lointains? C'était justement l'envie de quitter l'univers urbain? Je ne sais pas, j'ai quelques images de mon père qui avait voyagé en Afrique, de mon père qui aimait beaucoup la montagne, donc j'ai passé toutes mes vacances en montagne. Ouais. Et puis des récits d'alpinisme. Je me souviens de René de Maison, je me souviens d'avoir lu 342 heures dans le Grand Joras, complètement fasciné par ce type, accroché au Grand Joras avec son compagnon qui y reste, etc. Donc je pense que le truc, c'est la fascination pour des types qui font des choses, quoi. L'Arctique, ça commence par Jean-Louis Étienne, son expédition antarctique, c'est le premier lien vers les pôles. Donc je pense qu'à chaque fois, je me raccorde à des gens qui me fascinent, quoi. Qui me fascinent et pour lesquels ensuite j'ai une empathie. Est-ce que tu te définis comme un aventurier? Non, je suis sûrement pas un aventurier. En tout cas, je suis sûrement pas un aventurier quand je suis là-bas, dans ces coins-là. Et je dirais même, je vais refuser l'idée même de l'être, parce que pour moi, aller là-bas avec cette idée d'être un aventurier, t'es pas raccord avec les gens que tu... Moi, je vais juste m'asseoir à côté de gens pour raconter comment ils vivent. Et les photographier. Et les photographier. Donc, je rentre dans un cercle de choses complètement habituelles. Dans le quotidien, une fois que je suis là-bas, c'est très banal. Je vis avec des gens pour qui c'est leur quotidien banal. Qui, pour nous, est exceptionnel. Mais si je me mets dans une idée de faire quelque chose d'exceptionnel, je pense que ça brouille le truc. En tout cas, pour toi, ce qu'il y avait derrière cette envie, c'était les paysages du Grand Nord sibérien. Pourquoi est-ce que tu as voulu aller là-bas? Est-ce que c'est cette attirance pour la montagne, le froid, l'univers hivernal, la neige qui t'a emmené là-bas? Le point de départ, oui, c'est montagne aventure, neige, voilà. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Mes envies de départ, c'était ça. Je fais de la montagne, donc voilà, les pôles, ça doit être, c'est aussi pour moi, quoi. Et puis après, c'est le hasard de la vie, on m'a proposé de faire un reportage photo sur une expédition là-bas. Et là, ça a été le grand déclic, quoi. Le déclic entre ces paysages, ces gens qui y vivent et qui y travaillent, et puis la Russie. Parce que j'ai un attachement très très fort avec l'islam. On connaît bien les régions arctiques. Est-ce que toutes les populations qui vivent autour du cercle arctique se ressemblent? Non, on voit d'ici l'Arctique comme une espèce de bloc très monolithique, une région unique. En fait, il y a des différences absolument incroyables. 300 km à l'est ou à l'ouest, tu rencontres des populations qui vivent à peu près de la même chose, des éleveurs de rennes, mais qui ont des histoires diverses et qui se retrouvent face à un avenir, qui aborde l'avenir de manière très, très variée. Les régions, ça marche. Vraiment, les populations autochtones s'en sortent plutôt bien et renaissent un petit peu, et d'autres à 300-400 km d'écart, où ces populations partent complètement à l'abandon parce qu'il n'y a plus d'activité économique, parce que les situations sociales et économiques sont très compliquées. Mais quand tu as vécu plusieurs mois en compagnie de ces gens, qu'est-ce qu'ils te disent de leur vie? Est-ce qu'ils en sont contents? Est-ce qu'ils aiment la ville dans laquelle ils habitent, avec toutes les difficultés qu'ils connaissent, qu'elles soient économiques ou même climatiques? Alors, j'ai le sentiment que ça dépend des générations. La génération des plus de 40 ans, donc qui ont connu une époque assez florissante, ils sont très fiers de ce qu'ils ont fait et ils sont catastrophés de ne pas arriver à continuer à maintenir cette activité économique.
Pour les jeunes, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'ils sont face à un avenir qui est plus qu'incertain. Ils n'ont pas d'avenir ailleurs. C'est-à-dire que le reste de la Russie ne les attend pas. Et les attend d'autant moins qu'il y a quand même un racisme vis-à-vis de cette population qui est assez fort. Donc là, on est plutôt face à des jeunes qui ne savent pas trop, qui savent vraiment pas quoi faire. Alors justement, ces photos, la plupart d'entre elles sont en noir et blanc. Dans un pays où tout est déjà fait de noir et blanc, tu n'avais pas envie de mettre un petit peu de couleur? Non, mais moi, quand ma démarche photo, c'est vraiment c'est le noir et blanc. Et même plus que ça, je suis assez c'est au 35 mm. Voilà. Donc il y a une partie des photos qui sont faites comme ça, et puis celle de ton dernier livre, qui s'appelle Les Sentinelles de l'Arctique, paru aux éditions Jean-Di Sciullo. Bon. Et qui elles sont en couleur, et qui montrent des vrais visages, des populations que tu as rencontrées là-bas. Parfois c'est très émouvant, et ce sont des photos assez simples, c'est une galerie de portraits qui a l'air, en tout cas quand on découvre ça, d'être juste représentative de ces gens que tu as rencontrés. Alors évidemment, dans ce livre, tu racontes comme une aventure, même si on a parlé du concept d'aventure tout à l'heure, c'était ton quotidien là-bas, dans le Grand Nord. Ça tend vers quoi en fait? Qu'est-ce que tu as envie de prouver? Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Je crois que j'ai envie de raconter tout simplement la manière dont ces gens vivent, un peu comme ce pêcheur Nénès, qui est capable de pêcher toute la journée en mois de janvier par moins 40, et qui le soir regarde la télé. Et alors ça c'est génial, mais cette photo... Voilà, c'est un très bon exemple. Donc on est dans une brigade, on est dans Yamal, on est dans une brigade Nénès. Le soir, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé. J'ai pas d'image vidéo, mais le film, c'est un film, c'est vraiment pas un film passionnant, quoi. Mais voilà, ils font ça et ils sont aussi représentatifs d'un mode de vie que je trouve exceptionnel. Mais ils sont les deux. Nicolas, est-ce que tu as ressenti dans le Grand Nord de la Russie cette même fierté des autochtones à défendre à la fois la modernité et leur culture? Oui, et en me rendant compte que les populations qui assument le plus et qui valorisent le mieux ou qui sont le mieux dans leur culture sont ceux pour qui ça marche économiquement. Dans les régions où ça ne marche pas, ils font un peu comme ils peuvent, et la défense de leur culture n'est pas la priorité, ou ils n'ont pas les moyens de l'assumer. Et dans les régions où ça marche, la culture est bien valorisée. Tu as eu l'occasion aussi de parler du réchauffement climatique avec ces peuples du Nord. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils en pensent de manière générale. Si c'est un discours général, ils en pensent qu'ils lisent ce qu'ils lisent dans les journaux ou ce qu'ils entendent à la radio. Il y a aussi ces coups de chaud qui existaient avant, mais moins souvent. La toundra se met à fondre, la neige se met à fondre, et derrière, il y a forcément des coups de gel. Et donc, il y a une carapace de gel qui se forme sur la toundra, et les sabots des rennes ne sont pas faits pour gratter cette couche de glace. Donc ça peut avoir des répercussions parfois dramatiques, avec des rennes qui n'ont plus à manger. Donc ils ont une approche très pragmatique des choses. Alors, tu vas être membre du jury au Festival international du film Aventure et Découverte de Val d'Isère, qui commence le 19 avril. À quoi tu t'attends et qu'est-ce que tu redoutes? À quoi je m'attends, je ne sais pas trop, quoi me faire plaisir, à voir des beaux films. C'est pas l'hiver ici, hein. Il y a de la neige. Ce que je redoute, c'est peut-être de tomber dans des films qui seraient peut-être un peu trop caricaturaux et qui seraient peut-être une réponse à la manière dont le producteur ou le réalisateur s'est formulé la question.